Alors, dernière sous-partie de la dernière partie, espérons-le, ou tout du moins, nous allons nous y essayer. Alors, là où nous nous étions arrêtés, nous avions défini avec Veil l'idée qu'il ne reste plus que comme seul et unique collectif l'État, comme nation, qui amenait à une idolâtrie de l'État, en passant par le biais d'un historique, et qu'il y avait en fait impossibilité d'une réelle fidélité à l'État en tant que tel, d'un réel patriotisme. Là, dans cette sous-partie, on va s'atteler un peu plus à cette notion de patriotisme. Déjà, comment Veil le percevait à son époque, les problématiques qu'elle relevait, et ensuite, quelles solutions elle y apportait. Alors, la première chose, première problématique du patriotisme à l'époque de Veil, c'est que pour Veil, c'est un patriotisme qu'elle perçoit comme arbitraire. Le patriotisme actuel consiste en une équation entre le bien absolu et une collectivité correspondant à un espace territorial, à savoir la France. Quiconque change dans sa pensée le terme territorial de l'équation et met à la place un terme plus petit comme la Bretagne ou plus grand comme l'Europe est regardé comme un traître. C'est tout à fait arbitraire. L'habitude nous empêche de nous rendre compte à quel point c'est arbitraire. Mais au moment suprême, cet arbitraire donne prise au fabricant intérieur de sophismes. Alors, ainsi, pour Veil, le fait que le patriotisme soit dirigé vers la France et pas vers une entité plus petite ou plus grande apparaît comme étant arbitraire. C'est un premier problème que soulève Veil. Le second, c'est que il y a patriotisme contradictoire à propos de la conquête. Où la conquête est toujours un mal, ou elle est toujours un bien. Ou elle est tantôt un bien, tantôt un mal. Dans ce dernier cas, il faut un critérium pour la discrimination. Donner comme critérium que la conquête est un bien lorsqu'elle accroît la nation dont on est membre par le hasard de la naissance, un mal lorsqu'elle la diminue, cela est tellement contraire à la raison que c'est seulement acceptable pour des gens qui de parti pris et une fois pour toutes ont chassé la raison. La France ne le peut pas, chasser la raison, j'entends, car l'attachement à la raison fait partie de son patrimoine national. Une partie des Français peut se dire hostile au christianisme, mais avant comme après 1789, tous les mouvements de pensée qui ont eu lieu en France se sont réclamés de la raison. La France ne peut pas écarter la raison au nom de la patrie. On est donc dans une situation où, au sein du patriotisme, pour Veil, il y a un caractère arbitraire sur le choix du territoire qui est la source du patriotisme, et une contradiction sur le rapport à la conquête. Conquête subie étant un mal, conquête accomplie étant un bien. Donc, ça, ce sont deux problématiques. Elle va en trouver d'autres, parce que cette crise du patriotisme, pour Veil, se trouve à droite et à gauche de l'échiquier politique. À droite, pour Veil, la problématique, c'est que le patriotisme est perçu avant tout comme une politique dirigée vers l'État. La question qui se pose immédiatement est politique en vue de quoi? Richelieu répondrait pour la grandeur de l'État. Et pourquoi pour ce but et non pour un autre? À cette question, il n'y a aucune réponse. Ici, dans cette situation-là, pour Veil, seule la politique est mise en avant, et elle est mise en avant dans la perspective de la grandeur de l'État, mais il n'y a aucune raison pour Veil à ce que ce soit la grandeur de l'État plutôt qu'autre chose. Par rapport à cela, ça amène comme conséquence à, si on pose la question, mais pourquoi ce but? Pourquoi pas autre chose? Pour Veil, quand on se met dans cette optique de pensée-là, on remet du coup en cause ce patriotisme. Pour éviter que cette question soit posée, cette question d'un autre but, il faut alors se mettre dans une situation telle que
tel qu'on se sente capable, ou qu'on l'est, ou qu'on soit, maître du pays. Alors, je vais illustrer ça avec un extrait. De même, Louis XIV voyait très bien la nécessité que l'État fût servi avec un dévouement total, parce que l'État, c'était lui. Richelieu ne pensa en être que le premier serviteur, néanmoins en un sens il le possédait, et pour cette raison s'identifiait avec lui. La conception politique de Richelieu n'a de sens que pour ceux qui, à titre soit individuel, soit collectif, se sentent ou bien les maîtres de leur pays, ou bien capables de le devenir. Le problème de cette vision-là, c'est qu'à partir du moment où les individus, ou le groupe d'individus qui se doivent d'être maîtres du pays, ne se sentent plus capables de l'être, ils remettent les clés du pouvoir aux étrangers, au pouvoir étranger. C'est ce que soulève Veil dans les 2 paragraphes qui suivent, prenant même en exemple. En 1937, la presse italienne cita un article paru dans une revue française d'étudiants où une jeune Française souhaitait que Mussolini trouvât parmi ses nombreux soucis le loisir de venir remettre l'ordre en France. Elle nous pose alors cette question, Veil. Si peu sympathiques que soient ces milieux, si criminels qu'elle était par la suite leur attitude, ce sont des êtres humains, et des êtres humains malheureux. Le problème à leur égard se pose en ces termes, comment les réconcilier avec la France sans la livrer entre leurs mains. Ok, donc ça c'est du côté de la droite politique. Du côté gauche, ici Veil va distinguer 2 courants. Un courant premier qui n'a comme optique principale celle de la justice. Ici, c'est pas tant un problème dans ce cadre-là, car ceux qui ont pour optique la justice sont certes internationalistes en temps de paix, mais à partir du moment où la patrie est mise en danger, le patriotisme vient alors naturellement à eux. Pour répondre à ce courant-là, il s'agira tout simplement de proposer un patriotisme subordonné à la justice. C'est ce que je note ici. Un nouveau patriotisme qui s'inclut au sein de la justice. Donc ça, ce serait déjà un premier critère. L'autre courant à gauche, pour Veil, c'est celui, on va dire, d'une certaine attitude bourgeoise à origine marxiste. Et qui offre en fait une grande problématique pour Veil, qui est que, en se considérant comme porteur et maître de la justice, et en fait et le marxisme offrant aux ouvriers la certitude prétendue scientifique qu'ils seront bientôt les maîtres souverains du globe, a suscité un impérialisme ouvrier, très semblable aux impérialismes nationaux. Ainsi, ce que constate Veil, c'est que, ici, dans ce courant-là, on est dans une situation où on remplace une certaine forme de conquête par une autre, justifiée cette fois-ci par un désir et une volonté de justice, donc avec un prérequis moral quelque peu différent de la volonté de conquête habituelle, mais qui malgré tout, en fait, produit un impérialisme comme les autres. Et elle prend évidemment comme exemple la Russie, avec l'URSS. Ok, donc ça c'est... Et comme du coup pour la droite politique, on se retrouve avec la même question, comment faire pour leur faire suffisamment aimer leur pays sans le leur livrer. Voilà. On a donc ces 2 problématiques-là qui se retrouvent ici. Et pour Veil, le principal problème du patriotisme, au-delà du coup des considérations politiques qu'elle a pu énumérer auparavant, que ce soit à gauche ou à droite, ou que ce soit comme perception du patriotisme, le principal problème, la principale contradiction du patriotisme, c'est que la patrie est une chose limitée, donc dont l'exigence est illimitée. Patrie limitée qui exige l'illimité. Au moment du péril extrême, elle demande tout. Pourquoi accorderait-on
tout à une chose limitée. On retrouve un peu cette problématique qu'il y avait déjà par rapport à l'État en tant que chose limitée, qui devrait nous demander une fidélité limitée. Mais pour Weil, c'est une contradiction seulement d'apparence. Car dans cet univers, il y a égalité de dimension, il n'y a jamais d'égalité de dimension entre une obligation et son objet. L'obligation est un infini, l'objet ne l'est pas. Ainsi, il faut accepter la situation qui nous est faite et qui nous soumet à des obligations absolues envers des choses relatives, limitées et imparfaites. Pour discriminer quelles sont ces choses et comment peuvent se composer leurs exigences envers nous, il faut seulement voir clairement en quoi consiste leur relation avec le bien. Donc, on est dans une situation où en fait toutes ces obligations que nous devons à tout objet d'existence, c'est toujours une situation d'une obligation illimitée pour quelque chose de limité. Ça vaut autant pour le patriotisme que pour le reste. Ainsi, on se doit d'accepter cette situation et le meilleur moyen de discriminer quelle obligation doit être la plus importante par rapport à d'autres, c'est la relation qu'entretient l'objet avec le bien, l'objet de l'obligation. Ainsi, pour en fait estimer si notre patriotisme est juste ou non, il s'agit d'estimer à quel point notre patrie est en relation avec le bien. Et cela passe par l'enracinement, sa relation avec l'enracinement, mais aussi avec la notion de milieu vital. Pour la patrie, les notions d'enracinement, de milieu vital suffisent à cet effet. À partir du moment où la patrie est perçue comme milieu vital, deux problèmes vont se régler. En définissant la patrie comme un certain milieu vital, on évite les contradictions et les mensonges qui rongent le patriotisme. Il est un certain milieu vital, mais il y en a d'autres. Il a été produit par un enchevêtrement de causes où se sont mélangés le bien et le mal, le juste et l'injuste, et de ce fait il n'est pas le meilleur possible. Il s'est peut-être constitué aux dépens d'une autre combinaison plus riche en effluves vitaux, et au cas où il en serait ainsi, les regrets seraient légitimes. Mais les événements passés sont accomplis. Ce milieu existe, et tel qu'il est, doit être préservé comme un trésor à cause du bien qu'il contient. Ainsi, en considérant la France comme un milieu vital, on peut tout à fait accepter que son histoire soit composée d'éléments tragiques, destructeurs. Cependant, détruire la France en tant que milieu vital ne peut produire que plus de mal. Ainsi, même si on se doit ou on peut se permettre des regrets, le fait est que la patrie doit être préservée comme un trésor à cause du bien qu'il contient. Ce qui règle du coup notre problème avec le passé, ce passé historique. De même, pour l'extérieur, si la patrie est considérée comme un milieu vital, elle n'a besoin d'être soustraite aux influences extérieures que dans la mesure nécessaire pour le demeurer et non pas absolument. L'État cesse d'être de droit divin, le maître absolu des territoires dont il a la charge. Une autorité raisonnable et limitée sur ces territoires cesserait d'apparaître comme un crime de lèse-majesté. Il pourrait aussi s'établir des milieux pour la circulation des pensées plus vastes que la France et l'englobant, ou liant certains territoires français à des territoires non français. Donc, le rapport à l'extérieur, à l'autre que peut entretenir la patrie, à partir du moment où cette relation, en fait, on retrouve le fait qu'il y a nécessité à ce que l'individu relationne avec l'autre au-delà de ses racines. Mais là, cette fois-ci appliqué à la patrie. Ainsi, la patrie, comme milieu vital, peut se permettre les influences extérieures tant qu'elles ne mettent pas en danger la patrie, c'est-à-dire tant qu'elles n'attaquent pas son existence, et donc elle peut permettre les relations internationales qui sont supérieures aux nations. Et de manière générale, si on reconnaît l'existence d'un grand nombre de milieux porteurs de vie, la patrie ne constituant que l'un d'entre eux. Néanmoins, quand on est en danger de disparaître, toutes les obligations impliquées par la fidélité de tous ces milieux s'unissent dans l'obligation unique de secourir la patrie. Car les membres d'une population asservie à un État étranger sont privés de tous ces milieux à la fois, et non pas seulement du milieu national. Ainsi, quand une nation
se trouve à ce degré de péril, l'obligation militaire devient l'expression unique de toutes les fidélités d'ici-bas. Cela est vrai, même pour les objecteurs de conscience, si on prend la peine de leur trouver un équivalent à l'acte de guerre. Ok. Donc là, ici, ce que nous montre Veil, c'est que en considérant, en acceptant la France, la patrie comme milieu vital, et en reconnaissant de facto les autres milieux vitaux comme, du coup, tout ce qui est plus petit que la nation ou tout ce qui est supérieur à la nation, à partir du moment où la nation est mise en danger, étant le milieu vital d'autres milieux vitaux, les fidélités, au lieu de se concurrencer, s'unissent et permettent en fait de protéger d'autant plus la patrie. Il y a communion plutôt que division. Ce qui permet du coup d'éviter la défaite de 40. Alors, ok, on a réglé du coup les problèmes d'arbitraire, parce que du coup en reconnaissant le milieu vital de la patrie, en reconnaissant le caractère de milieux vitaux d'autres territoires, on règle ce problème lié au patriotisme arbitraire que Veil soulevait. On règle le problème de la conquête en acceptant le mal qui aurait pu être fait, mais aussi le bien, et le fait que la destruction de la nation, de la patrie, n'amènerait que du mal en tant que destruction d'un milieu vital. Sauf que ça implique un autre souci. C'est que cette vision de la patrie n'est plus compatible avec notre perception de notre histoire et surtout de notre grandeur. Et oui, on vous le rappelle, il y a ici le fait que pour Veil, notre rapport à la grandeur est un rapport avec une fausse grandeur. Alors, elle explicite ici, la notion de patrie ainsi définie est incompatible avec la conception actuelle de l'histoire du pays, avec la conception actuelle de la grandeur nationale et par-dessus tout avec la manière dont on parle actuellement de l'Empire. Dans l'ensemble, un Français a-t-il lieu d'être heureux que la France ait un empire et d'y penser, d'en parler avec joie, avec fierté et sur le ton d'un propriétaire légitime? Il est possible qu'aujourd'hui, la France ait à choisir entre l'attachement à son empire et le besoin d'avoir de nouveau une âme. Plus généralement, elle doit choisir entre une âme et la conception romaine cornélienne de la grandeur. Ainsi, il y a la question d'abandonner l'empire colonial en l'état, mais même notre notion de l'empire et notre notion de grandeur nationale. Abandonner les conquérants au sein de ce nouveau patriotisme. Et alors, remplacer ce sentiment de grandeur par quoi? Eh bien, par la compassion. Il y en a un, non moins énergique, absolument pur et répondant complètement aux circonstances actuelles, c'est la compassion pour la patrie. Il a un répondant glorieux, Jeanne d'Arc disait qu'elle avait pitié du royaume de France. Mais on peut alléguer une autorité infiniment plus haute. Dans l'Évangile, on ne peut pas trouver de marque que le Christ ait éprouvé à l'égard de Jérusalem et de la Judée, rien qui ressemble à de l'amour, sinon seulement l'amour enfermé dans la compassion. Il a pleuré sur la ville en prévoyant, comme il était facile de le faire à cette époque, la destruction qui s'abattrait prochainement sur elle. Il lui a parlé comme à une personne, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu ». Même portant sa croix, il lui a encore témoigné sa pitié. Elle résume ainsi par cette phrase « On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue au loin dans le temps et l'espace, ou bien on peut l'aimer comme une chose qui, étant terrestre, peut être détruite, et dont le prix est d'autant plus sensible. » Mais quels seraient du coup les effets de cet abandon de la grandeur pour la compassion? Eh bien déjà, au contraire, si la patrie lui est présentée comme une chose belle et précieuse, lui, c'est le peuple français. Mais d'une part imparfaite, d'autre part très fragile, exposé au malheur qu'il faut chérir et préserver, il s'en sentira avec raison plus proche que les autres classes sociales.
Car le peuple a le monopole d'une connaissance, la plus importante de toutes, peut-être, celle de la réalité du malheur, et par là même, il sent bien plus vivement combien sont précieuses les choses qui méritent d'y être soustraites, combien chacun est obligé de les chérir, de les protéger. Le mélodrame reflète cet état de la sensibilité populaire. Pourquoi c'est une forme littéraire tellement... Bon, alors là, elle digresse sur le mélodrame. Si une telle relation s'établissait entre le peuple et la patrie, il ne ressentirait plus ses propres souffrances comme des crimes de la patrie envers lui, mais comme des maux soufferts par la patrie en lui. La différence est immense. En un autre sens, elle est légère, il suffirait de peu de choses pour la franchir, mais peu de choses qui viennent d'un autre monde. Cela suppose une dissociation entre la patrie et l'État. Cela est possible si la grandeur du genre cornélien est abolie. Mais cela impliquerait l'anarchie si, en compensation, l'État ne trouvait pas un moyen d'acquérir par lui-même un surcroît de considération. Ok, donc, cela permet au peuple, aux Français, de s'identifier à la patrie, non plus comme étant la source de la souffrance, mais comme souffrant pour lui, la patrie souffrante pour son peuple. Et là-dessus, on va pouvoir s'arrêter ici, sur ce nouveau rapport au patriotisme. Qu'est-ce qu'on en tire? Déjà, la patrie perçue comme un milieu vital, d'enracinement, avant tout. Qui ne soit plus une source de gloire et de grandeur nationale, mais une source de compassion, qui permette d'accepter un passé de conflictualité, de conquête, de souffrance, de regret, et en même temps, la possibilité d'autres sources de fidélité, comme la Bretagne ou l'Europe, en considérant tout cela comme aussi des milieux vitaux. La patrie, comme milieu vital, devient ainsi une source de fidélité, de toutes les fidélités qui lui sont subordonnées ou au-dessus. Cependant, cela amène aussi à une incompatibilité avec notre rapport à la grandeur. Et on retrouve le dilemme que Weil posait ici entre spiritualité du travail et conquête du monde, entre deux grandeurs. Une fausse, pour Weil, la cornélienne, la romaine, et une vraie, qui est une grandeur dirigée vers le divin. Et au-delà de ça, il y a autre chose que je souhaiterais ajouter à la notion de grandeur telle qu'elle est aujourd'hui. C'est là où Weil va parler de la figure d'Adolf Hitler. Alors, notre conception de la grandeur est celle même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. Quand nous la dénonçons sans la moindre trace de retour sur nous-mêmes, les anges doivent pleurer ou rire s'il y a des anges qui s'intéressent à notre propagande.
Ok. On parle de châtier Hitler, mais on ne peut pas le châtier, car il désirait une seule chose, et il l'a, c'est d'être dans l'histoire. Qu'on le tue, qu'on le torture, qu'on l'enferme, qu'on l'humilie, l'histoire sera toujours là pour protéger son âme contre toute atteinte de la souffrance et de la mort. Ce qu'on lui affligera, ce sera inévitablement de la mort historique, et de la souffrance historique, de l'histoire. Quoi qu'on inflige à Hitler, cela ne l'empêchera pas de se sentir un être grandiose. Surtout, cela n'empêchera pas dans 20, 50, 100 ou 200 ans, un petit garçon rêveur et solitaire, allemand ou non, de penser qu'Hitler a été un être grandiose, a eu de bout en bout un destin grandiose, et de désirer de toute son âme un destin semblable. En ce cas, malheur à ses contemporains. Ça, c'est l'avertissement que nous fait Simone. Si nous continuons à être dans cette conception de la grandeur des conquérants, de la conquête, Hitler sera immortel de par le fait historique, et surtout, il y en aura des successeurs. Et nous pouvons voir, ne serait-ce que par rapport à notre actualité, à quel point il y a une certaine forme de justesse dans ce propos. Mais Veil nous donne une solution. Et on va conclure cette partie-là sur cette solution. Le seul châtiment capable de punir Hitler et de détourner son exemple, les petits garçons assoiffés de grandeur des siècles à venir, c'est une transformation si totale du sens de la grandeur qu'il en soit exclu. Chacun peut en cet instant même commencer le châtiment d'Hitler dans l'intérieur de sa propre âme en modifiant la distribution du sentiment de la grandeur. C'est loin d'être facile, car une pression sociale aussi lourde et rampante que celle de l'atmosphère s'y oppose. Il faut pour y parvenir s'exclure spirituellement de la société. C'est pourquoi Platon disait que la capacité de discerner le bien n'existe que chez les âmes prédestinées qui ont reçu une éducation directe de la part de Dieu. Cela n'a pas de sens de chercher jusqu'où vont les ressemblances et les différences entre Hitler et Napoléon. Le seul problème qui a un intérêt est de savoir si on peut légitimement exclure l'un de la grandeur sans en exclure l'autre. Si leur titre à l'admiration soit analogue ou essentiellement différent. Et si après avoir posé la question clairement et l'avoir regardé longuement en face, on se laisse glisser dans le mensonge, on est perdu. Marc Aurèle disait à peu près à propos d'Alexandre et de César, « S'ils n'ont pas été justes, rien ne me force à les imiter. De même, rien ne nous force à les admirer. » Il serait simple de faire avec soi-même le pacte de n'admirer dans l'histoire que les actions et les vies au travers desquelles rayonne l'esprit de vérité, de justice et d'amour, et loin au-dessous, celles à l'intérieur desquelles on peut discerner à l'œuvre un pressentiment réel de cet esprit. Ok. Alors, on va s'arrêter du coup là. Il y a en soi beaucoup de choses dans le reste de l'enracinement, mais entre autres des observations entre foi et science, encore des observations sur Hitler, et bien évidemment des réflexions sur le divin, sur
genre même la providence, mais il ne s'agit pas non plus d'extraire toutes les significations, Il ne s'agit pas en fait d'en tirer tout ce qui doit... comment dirais-je? Il s'agit d'en laisser en fait tout simplement une partie, surtout qu'ici, la ligne rouge, c'était quand même de rester sur la notion d'enracinement. Ce que nous dit Weil de l'enracinement. Et les conclusions qui en sont faites à partir de là. Cependant, j'aimerais conclure par là où Weil s'apprêtait à conclure, bien que en fait elle ne peut le conclure, car malheureusement, elle nous quitte avant d'écrire la fin. Mais alors, il s'agit de trouver le point de départ de cette conclusion. La mort et le travail sont des choses de nécessité et non de choix. L'univers ne se donne à l'homme dans la nourriture et la chaleur que si l'homme se donne à l'univers dans le travail. Mais la mort et le travail peuvent être subis avec révolte ou consentement. Ils peuvent être subis dans leur vérité nue ou enrobés de mensonges. Le consentement à la mort, quand la mort est présente et vue dans sa nudité, est un arrachement suprême instantané à ce que chacun appelle moi. Le consentement au travail est moins violent. Mais là où il est complet, il se renouvelle chaque matin tout au long d'une existence humaine, jour après jour. Et chaque jour, il dure jusqu'au soir. Et cela recommence le lendemain, et cela se prolonge souvent jusqu'à la mort. Chaque matin, le travailleur consent au travail pour ce jour-là, et pour la vie tout entière. Il y consent qu'il soit triste ou gai, soucieux ou avide d'amusement, fatigué ou débordant d'énergie. Immédiatement après le consentement à la mort, le consentement à la loi qui rend le travail indispensable à la conservation de la vie est l'acte le plus parfait d'obéissance qu'il soit donné à l'homme d'accomplir. Dès lors, les autres activités humaines, commandement des hommes, élaboration de plans techniques, art, science, philosophie, et ainsi de suite, sont toutes inférieures au travail physique en signification spirituelle. Il est facile de définir la place que doit occuper le travail physique dans une vie sociale bien ordonnée. Il doit en être le centre spirituel. Et c'est là-dessus que Weil inachève l'enracinement sur un rappel d'une spiritualité du travail comme centre, le travail comme centre de vie spirituelle de l'existence, comme mort quotidienne, renouvelée, cyclique, et auquel tout, quelque part, doit être subordonné. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici, sur cette conclusion qui n'en est finalement encore pas complètement une. Peut-être qu'on reviendra sur certains points auparavant, mais ici on va de toute façon devoir s'arrêter là, en l'état. Et il est probable qu'on reprenne sur Kojève un peu plus tard. Voilà.